Je tiens à signaler avant de conclure ce chapitre, que la réabsorption de l'eau au niveau du tubule contourné distal et du canal collecteur et celle du sodium sont tous les deux sous contrôle hormonal et que la sécrétion de ces hormones, que ce soit l'ADH pour l'eau ou bien l'aldostérone pour le sodium, elle dépend de plusieurs paramètres, les paramètres de l'homéostasie osmotique, des paramètres hémodynamiques. Et d'habitude, on a le transport de l'eau qui se fait suivant la pression osmotique, ce qui se passe au niveau du tubule contourné proximal. Vous avez un gradient de concentration, un gradient osmotique qui va s'installer à travers la réabsorption de sodium et l'eau va suivre ce gradient osmotique. Au niveau du tubule contourné distal et du canal collecteur, l'eau ne suit pas ce gradient osmotique, mais sa réabsorption est totalement indépendante de celle du sodium. Le poumon intervient au niveau de la régulation de l'équilibre acido-basique, mais le rein intervient d'un pourcentage de l'ordre de 25% à côté du poumon. Cette régulation se fait par les cellules intercalaires du tubule contourné distal et du canal collecteur. Nous avons deux types de cellules, les cellules type A dans le cas de l'acidose et les cellules type B dans le cas de l'alcalose. L'acidose, ça veut dire une augmentation de la concentration en protons au niveau de l'espace interstitiel, en 1. Les protons vont se combiner avec l'ion carbonate existant au niveau de l'espace interstitiel et vont donner le CO2 plus H2O. Le CO2 va diffuser à travers la membrane basolatérale des cellules de type A et va se combiner avec l'eau en présence de l'anhydrase carbonique pour donner à nouveau les ions H+, plus HCO3- en 3. Les ions H+, vont être excrétés à travers la membrane apicale au niveau de la lumière du tube collecteur. Et ce transport est un transport actif faisant intervenir l'ATP. En parallèle, il y aurait, pour assurer la neutralité électrique, un échange avec les ions potassium qui vont entrer dans la cellule intercalaire type A et lorsque leur concentration, c'est-à-dire la concentration des ions K+, est élevée, ils vont être réabsorbés. En parallèle, l'ion HCO3- va être échangé avec un ion chlore qui va rentrer dans la cellule intercalaire en échange de la réabsorption d'un ion carbonate qui va contribuer à nouveau dans le tampon des ions pour diminuer le taux des ions H+. En 5. En cas d'alcalose, nous avons une diminution de la concentration des ions H+ au niveau de l'espace interstitiel. Ce qui se passe dans la cellule intercalaire de type B, on a l'eau qui se combine avec le CO2 en présence de l'anhydrase carbonique et qui va donner l'ion carbonate plus proton H+ en 2. L'ion carbonate est excrété dans la lumière du tubule collecteur en échange d'un ion chlore en 3. Et en parallèle, le proton H+ va être transporté activement et réabsorbé au niveau de l'espace interstitiel, soit par des pompes à protons ou bien des pompes à protons qui utilisent le potassium en échange. Ça veut dire qu'il y aura une expulsion d'un proton H+ vers l'espace interstitiel en échange d'un ion K+. Et lorsque le gradient de concentration est très important, le K+ est excrété dans les urines. Alors, ce qu'on constate, la différence entre les cellules intercalaires type B et type A, c'est que les pompes à protons, dans le cas des cellules type B, elles sont situées au niveau de la membrane basolatérale. Par contre, au niveau des cellules de type A qui interviennent au niveau de l'acidose, elles sont situées au niveau de la membrane apicale. Ce qui est aussi remarquable, c'est que en cas d'alcalose, on a une excrétion de potassium.
Par contre, en cas d'acidose, on a une réabsorption de potassium. Avant de terminer ce chapitre, un petit mot à propos de l'urée et sa contribution au niveau de la création du gradient cortico-médullaire. C'est le constituant le plus abondant de l'urine. Il est totalement filtré puisque c'est une petite molécule très hydrophile et réabsorbé à 50% dans le tubule contourné proximal. Le tubule contourné distal est la partie corticale, c'est-à-dire la partie qui existe dans le cortex du tubule collecteur, parce que le tubule collecteur, c'est un tubule qui est très long, qui part du cortex vers la médullaire. Eh bien, au niveau de la partie corticale, l'urée n'est pas réabsorbée parce que tout simplement, la paroi du tubule est imperméable à l'urée. Par contre, au niveau de la partie médullaire, l'urée va être réabsorbée et va contribuer à renforcer le gradient cortico-médullaire, le gradient osmotique cortico-médullaire. L'urine, une fois formée au niveau du canal collecteur, va rejoindre le sommet de la papille, le calice, le bassinet et va sortir des reins par les deux urtères. Il va se déverser dans la vessie où il va être stocké un certain temps et expulsé à l'extérieur du corps par l'urètre à la suite de l'ouverture du sphincter urétral. Cette opération s'appelle l'amiction ou bien l'amicturition. La vessie chez l'homme ne peut stocker que un volume de l'ordre de 300 ml d'urine. Et c'est la coordination entre la vessie et le sphincter urétral qui va permettre de stocker l'urine ou bien de l'expulser à l'extérieur du corps. C'est ce qu'on appelle l'appareil vésico-sphinctérien. Cet appareil est un appareil très complexe et qui ne se règle que tardivement après la naissance, puisqu'on apprend à contrôler la miction qu'après avoir appris à marcher. Et c'est un processus nerveux très complexe qui risque aussi de disparaître avec l'âge. Chez les personnes vieilles, on a des problèmes de miction à la suite des dégénérescences nerveuses, par exemple. Le dôme viscéral est très élastique, ce qui permet à la vessie de se distendre pour jouer un rôle de réservoir entre deux mictions. La période entre deux mictions est appelée phase de remplissage. Ce dôme viscéral contient un muscle qui est très puissant, appelé le détrusor, qui, en se contractant lors de la miction, évacue les urines vers l'orifice urinaire pour jouer un rôle de chasse d'eau qu'on a dans les toilettes. Ça fonctionne comme une chasse d'eau. Alors, le col viscéral est le lieu de départ de l'urètre. Il permet à la vessie de retenir les urines grâce à un muscle en forme d'anneau qui entoure l'urtère. En se contractant, il permet à la vessie de contenir l'urine et en se relâchant, il permet l'évacuation de l'urine. Il y a deux types de sphincters. Il y a le sphincter interne et le sphincter externe. Et les deux forment ce qu'on appelle le sphincter urétral. Le sphincter externe peut être sous contrôle volontaire. L'innervation du complexe vésico-sphinctérien est double. Elle est parasympathique, cholinergique, sacrée, motrice sur le détrusor, c'est-à-dire au niveau de la vessie, où elle exerce un effet stimulateur. Il favorise la contraction de la vessie et inhibitrice sur le col, ce qui favorise le relâchement du col. Donc, l'innervation parasympathique assure le vidange de la vessie, assure l'amiction. Elle part de la moelle sacrée
au niveau de la vertèbre S2, S3 et S4 et elle fait ganglion au niveau de la paroi de la vessie. Les neurones postganglionnaires sont dans la paroi de la vessie. Par contre, l'innervation sympathique, elle est adrénergique, lombaire, motrice sur le col, c'est-à-dire qu'elle permet la contraction du col, donc sa fermeture, et inhibitrice sur le détrusor. Au niveau du détrusor, c'est-à-dire au niveau de la vessie, elle stimule le relâchement de la vessie pour assurer son remplissage. L'innervation sympathique, et donc c'est l'innervation du stockage. Elle part de la région lombaire au niveau de la moelle épinaire, de la vertèbre L1, L2, L3 et L4, et les ganglions sont au niveau du plexus sympathique.